Bonsoir à toutes et à tous. Au Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l'État a abordé les démolitions en cours dans les quartiers précaires à risque. Il a invité le gouvernement et le district à faire preuve de solidarité et d'humanisme. Grosse chaleur en ce moment, est-ce normal? Pourquoi fait-il si chaud? La Sodexam nous éclaire sur ces températures qui montent jusqu'à 35 degrés. Et puis au Sénégal, la date du 2 juin a été proposée pour élire le successeur du président Macky Sall. Je vous le disais, le président de la République a présidé un conseil des ministres ce mercredi où plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués, notamment la situation des zones à risque en cours de démolition dans les quartiers précaires d'Abidjan. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissidou. Le Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, a été informé des démolitions en cours sur les sites à risque, situés dans une trentaine de quartiers précaires, dans le district d'Abidjan, où des habitants sont bien souvent victimes d'éboulements, ou glissements de terrain, pendant la saison des pluies. Le chef de l'État a appelé à observer les vertus de solidarité et d'humanisme dans le cadre de ces opérations. Afin d'assurer une meilleure coordination de ces opérations d'assainissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée, dans le cadre de ces opérations, aux quartiers en situation de haut risque, car il s'agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans le cadre de ces opérations d'assainissement de ces quartiers précaires afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. Pour l'année passée, par exemple, nous avons lancé une vaste campagne zéro mort. Malheureusement, nous avons eu 39 morts. Donc comprenez qu'à un moment donné, il est important donc de prendre ses responsabilités et de protéger des vies. C'est vrai que les mesures peuvent être difficiles à supporter, mais au bout, il s'agit donc d'offrir un cadre de vie décent et agréable à ces populations-là. Le porte-parole est revenu également sur le cas de Boribana, dont les habitants ont reçu un site de recasement dans la commune de Sangon, rappelant que ces opérations de déguerpissement visent avant tout à sauver des vies humaines. Et le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, a eu une rencontre d'échange avec les maires du district ce mercredi, des échanges qui ont abouti à un cadre de concertation, comme nous le précise Pierre Dipomélin dans cet élément. Rencontre d'échange entre le gouverneur du district autonome d'Abidjan et les maires dont les communes sont impactées par la vaste opération de démolition des sites à risque. À l'issue de la rencontre, le ministre-gouverneur a fait des précisions sur les 176 sites à traiter. Je l'ai expliqué au maire, à savoir que les sites ne sont pas à démolir, les sites ne sont pas à déguerpir. Il s'agit de problèmes précis à régler sur ces sites. Mais comme on ne peut pas donner les noms des sites sans faire référence au quartier ou bien à la commune, c'est pour cette raison qu'on fait référence au quartier ou à la commune. Les maires, eux, ont souhaité plus de dialogue avec les populations de ces zones à risque. Les maires du district d'Abidjan comprennent la mission qui a été confiée à Monsieur le ministre, gouverneur du district. Nous souhaitons et nous remercions et nous disons toute notre admiration à Monsieur le Président de la République pour cette politique de décentralisation. Mais nous savons également que nous avons tous hérité de Félix Houphouët-Boigny de la politique de dialogue. Et nous pensons que c'est en échangeant, c'est en réfléchissant en commun, c'est en proposant des solutions communes que nous pourrons satisfaire nos populations. Cette rencontre, la première depuis le début des opérations, a donné naissance à un cadre de discussion pour harmoniser les prises de décision. Prochaine rencontre, 12 mars, dans la commune de Trècheville.
L'actualité, c'est aussi le PDCI en mode reconquête du pouvoir. Sur le chemin, plusieurs défis, dont l'élargissement des inscrits sur la liste électorale, un sujet évoqué par le porte-parole du vieux parti ce mercredi face aux journalistes, une occasion pour se prononcer par ailleurs sur les opérations de déguerpissement dans le district d'Abidjan. Les détails de Tiemé Danger et de Chèque Bleu. Le porte-parole du PDCI à nouveau face aux acteurs des médias. Une nouvelle rencontre pour évoquer les défis de la nouvelle direction du parti, issue du congrès de renouvellement des instances. Au cœur des priorités, l'élargissement de l'assiette électorale du pays, avec la prise en compte de millions d'Ivoiriens non encore inscrits sur la liste électorale. Une cause qui fait l'objet d'un plaidoyer du vieux parti. Ceux qui vont avoir le papier là, ce n'est pas ceux qui vont voter PDCI. Mais il faut qu'ils aient au moins la capacité de faire. C'est ça l'élargissement de l'assiette des électeurs. Voilà le plaidoyer du président Thiam. Un processus électoral, ce n'est pas le jour du vote. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Bien avant, Soumaïla Bredoumi se prononçait sur le dossier des opérations de déguerpissement en cours par le district d'Abidjan. Ne contestant pas le bien fondé de l'opération, le cadre du PDCI fait des propositions. Il faut que les gens mettent en œuvre les équipements sociaux, qu'on les déplace en bonne et due forme, que la population puisse avoir avant de raser. Et ça mérite une concertation avec les élus. Le gouvernement doit s'impliquer dans la gestion de ce dossier et qu'on puisse le faire avec un visage humain. Le porte-parole du PDCI a également évoqué les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. Sur ce point, il est revenu sur les structures mises en place dans le cadre des préparatifs et a salué l'annonce de la présence de l'ex-président Laurent Gbagbo aux 10 obsèques faites au président Tidjane Thiam lors de la rencontre à Mama des deux dirigeants PDCI, PPACI. En 2017, le projet PACRA a été lancé pour améliorer les conditions de vie de près d'1 million d'Abidjanais. Selon les responsables, la phase de conception du projet devrait se conclure d'ici 2 mois avec une exécution prévue en 2025. Les précisions de Moussa Nikema et de Chèque Bleu. Dans sa politique de résorption des quartiers précaires d'Abidjan, le gouvernement ivoirien a initié le projet d'aménagement des quartiers restructurés en vue de recenser et aménager les quartiers ciblés. Il s'agit dans le cadre de ce projet-là d'améliorer les conditions de vie de 300 000 personnes vivant dans 5 quartiers précaires d'Abidjan, installés dans 3 communes. Il s'agit des communes de Koumansi, avec Grand Campement, Akromiambla et Divo. Pour Yopougon, il s'agit du quartier GESCO restructuré. Et puis pour Abobo, il s'agit du quartier PK18. Il s'agit entre autres de mettre à disposition de ces quartiers des infrastructures et d'assurer leur développement. Depuis la fin de l'année 2023, nous avons lancé le projet d'actualisation des quartiers précaires d'Abidjan. Il s'agit à travers cette étude-là de recenser l'ensemble des quartiers précaires d'Abidjan, de les qualifier, c'est-à-dire les classer par type et permettre en ce moment, après cette classification par type, permettre au gouvernement d'engager une initiative d'amélioration des conditions de vie dans ces quartiers-là. Pour les types de quartiers, il devrait y avoir une action spécifique par type de quartier. Alphonse Nguessan assure que le projet ne devrait pas nécessiter de déplacement des populations concernées. Normalement, les travaux sont prévus avoir lieu sur ces 5 quartiers à partir de janvier 2025. Je voudrais vous rassurer que les projets qui sont conduits dans le cadre du PACRA, déjà, toutes les conditions pour le maintien des populations sur le terrain sont réunies. Sauf vraiment cas de force majeure exceptionnelle, ces populations sont appelées à être maintenues sur place pour l'essentiel. Selon une étude pilote réalisée par la direction en charge de la restructuration urbaine en 2014, environ 18% de la population vit dans des quartiers précaires. La phase de recensement et de classement par type de quartier est prévue s'achever en mai 2024 pour laisser place à la phase opérationnelle prévue en 2025. Depuis quelques semaines, les vagues de chaleur se font de plus en plus ressentir dans le pays. Le phénomène El Niño et d'autres anomalies climatiques en seraient à l'origine. Pour mieux comprendre ce phénomène, la Sodexam fait des précisions tout en invitant les populations à plus de vigilance. Issa Koné, Kimo Eric.
Des déficits pluviométriques et des vagues de chaleur sont entre autres les impacts du phénomène El Niño que la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, avait annoncé il y a quelques mois. Ces impacts pourraient s'étendre au mois de mars, qui enregistre le pic de chaleur en Côte d'Ivoire, à en croire Daouda Koulibaly, directeur de la météorologie à la Sodexam. C'est une anomalie sur le changement climatique qui est impactée, effectivement, qui est renforcée par ce phénomène de El Niño. Cette anomalie de température que nous constatons, effectivement, est due à un fort rayonnement solaire qui arrive directement avec le manque de nuages et aussi le réchauffement de l'océan qui va amener sur les côtes des vents chauds. Donc, les deux facteurs combinés, le rayonnement solaire, les vents chauds qui viennent, étant donné que la mer est très chaude, dû vraiment au phénomène El Niño, tous ces phénomènes ensemble vont entraîner effectivement cette vague de chaleur que nous constatons. Aujourd'hui, on constate que cette chaleur-là, on est passé vraiment de 30-32 degrés en moyenne à 38 degrés jusqu'à 39 degrés, voire 40 degrés dans certaines régions telles que Demboko. Avec le phénomène El Niño et des anomalies climatiques à l'origine de cette chaleur caniculaire, les responsables de la Sodexam invitent les populations à adopter des attitudes afin de se mettre à l'abri de certaines maladies. Les premières dispositions à prendre vraiment, c'est de pouvoir se protéger contre la chaleur. Rester à l'abri, surtout entre 10h et 15h. Et également, nous invitons les populations aussi à s'hydrater. Pour cette année 2024, le mois de janvier a été le 3e mois le plus chaud, derrière celui de 2019. Le mois de février a également subi les affres du changement climatique, avec son lot de conséquences sur les populations. Abidjan, la capitale économique, accueille jusqu'à demain l'Africa Banking Forum, une 15e édition ouverte ce mercredi par le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, en présence de Mardo Chekwasi et de Kimo Eric. Organisé par One Africa Forum, en partenariat avec le ministère des Finances et du Budget et l'ABEFSI, ce forum qui réunit les professionnels de la finance du continent a pour thème cette année entre dynamique concurrentielle et résilience technologique. Il met en lumière les progrès remarquables accomplis par les banques africaines en termes de croissance et d'innovation. Une aubaine pour les établissements bancaires du continent, dira le ministre ivoirien des Finances et du Budget à l'ouverture de la rencontre. L'Africa Banking Forum offre une plateforme précieuse pour discuter des défis et des opportunités qu'offrent les évolutions technologiques actuelles. Les échanges d'aujourd'hui contribueront à façonner l'avenir du secteur bancaire en Afrique en identifiant les meilleures pratiques, les stratégies innovantes et les partenariats stratégiques nécessaires pour stimuler la croissance et favoriser l'inclusion financière à travers notre continent. Cette édition 2024 est l'occasion de faire le bilan des transformations et d'échanger sur les tendances, les défis et les opportunités du secteur. Une occasion pour les participants de nouer des partenariats stratégiques qui contribuent à façonner l'avenir du secteur bancaire en Afrique. Les banques africaines, elles sont déjà là-dedans, dans la digitalisation. Face au développement des crypto-monnaies, les banques centrales en Afrique se préoccupent de lancer leur propre monnaie digitale. Ça va être une occasion de développer encore un peu plus de digitalisation. J'espère, comme d'autres, que ces monnaies de banque centrale digitale iront dans le bon sens, c'est-à-dire permettront de développer l'inclusion financière. Le défi du financement, de la bancarisation, le défi de la cybercriminalité, le défi lié, n'est-ce pas, à la digitalisation. Autant de défis qui se posent à nous et pour lesquels je pense qu'en mettant ensemble nos talents, en mettant ensemble nos expériences, on peut arriver à aller plus vite. La résilience des banques dont on parle est drainée par la Banque centrale, qui a pris des mesures, malgré le contexte difficile dans lequel nous travaillons, qui a pris des mesures pour permettre aux banques de fonctionner en assurant une réglementation. Et les banques ont donc su tirer profit de cet accompagnement-là pour accroître les performances. Africa Banking Forum est un événement annuel et régional des métiers et technologies de la Banque en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale. Il représente une réelle plateforme d'échange d'expériences et des meilleures pratiques
regroupant plus de 350 participants, en provenance de plus de 25 pays. Et le Salon international de l'agriculture à Paris a ouvert ses portes il y a quelques jours en France. L'ANADER fait partie des structures ivoiriennes présentes. Lors d'un panel, les responsables de l'agence sont revenus sur les actions en faveur de la sécurité nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes. Le récit de Nadja Eja. La contribution de l'ANADER à la sécurité nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, un thème qui a meublé les échanges lors du panel organisé par l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, au Salon international de l'agriculture de Paris. Un panel qui a permis de faire des précisions sur la sécurité nutritionnelle. La sécurité alimentaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait la disponibilité des aliments. Alors que la sécurité nutritionnelle, c'est de s'assurer que les aliments que nous consommons nous apportent les valeurs nutritives qui nous permettent d'être en bonne santé. Et nous avons constaté malheureusement que dans des zones qui sont des producteurs de vivriers en Côte d'Ivoire, que des enfants sont malnutris, et même des enfants qui sont malnutris sévères. Donc nous avons compris que c'est vrai que les aliments existent, mais si nous n'éduquons pas la communauté sur ce qu'il faut consommer, quels sont les types de mélanges qu'il faut faire, comment utiliser des produits locaux pour pouvoir permettre aux enfants d'être nourris correctement, nous allons nous retrouver avec des cas de malnutrition et malheureusement des cas importants de décès. Dans la région du Poro, du Tchologo, du Gontougo et de l'Amaraoui, l'ANADER a pris en charge de 2020 à 2023 42 377 enfants malnutris sur 46 385. De même, sur 19 051 femmes enceintes et femmes allaitantes malnutries dénombrées, 17 139 ont été prises en charge. Une action saluée par les personnes présentes à ce panel. Nous sommes très fiers de ce que l'ANADER mène en termes de nutrition. L'ANADER est très proche de nos populations, donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse les accompagner également, après les avoir aidés à produire, elle puisse aussi les accompagner à bien se nourrir, à bien nourrir la femme, à bien nourrir l'enfant. Dans l'exécution de sa mission auprès des communautés, l'ANADER s'appuie sur 244 comités locaux de pilotage et 244 foyers de renforcement des actions de nutrition. L'agence initie également des activités de renforcement à travers la formation parentale et l'alphabétisation fonctionnelle des bénéficiaires. Au cours de cette conférence, le livre des 30 ans de l'ANADER a été remis au public. Et à l'étranger, au Sénégal, Macky Sall pourrait rester au pouvoir jusqu'en juin prochain. La date du 2 juin a été proposée lors du dialogue national qu'il a initié à Dakar pour l'organisation de la prochaine présidentielle, comme nous le rapporte Salif Yalekoué dans ce récit. Les pourparlers de la crise politique, convoqués mardi par le président sénégalais Macky Sall, ont préconisé que le chef de l'État reste en fonction au-delà de la fin de son mandat, le 2 avril, jusqu'à ce que son successeur soit installé, selon plusieurs participants. Ce qu'on peut retenir, c'est que la date du 2 juin a été la bonne date retenue par 99% des intervenants. Parce qu'on tient compte de l'hivernage. Il faut qu'on fasse l'élection avant l'hivernage. Genre, c'est le mois de juillet qu'il pleut au Sénégal. Ensuite, il y a les mois de carême, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. Et puis, il y a des délais à respecter de 80 jours. On est dans les délais. En fait, les débats ont tourné autour de la question de l'après 2 avril. Et de l'après 2 avril, la position la plus répandue est celle qui consiste à retenir que le président de la République ne peut pas quitter ses fonctions après le 2 avril. Et là, on s'est fondé sur l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution, qui dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président nouvellement élu. Le consensus s'est dégagé autour du principe de maintenir les 19 qui sont déjà validés par le Conseil constitutionnel, avec bien évidemment la possibilité de rouvrir le contrôle des dossiers, parce qu'aujourd'hui il y a une suspicion sur ces 19 de binationaux. De la même manière également, les candidats qui se disent spoliés, donc du coup qui avaient des problèmes de parrainage, qu'on puisse réexaminer pour ceux qui le souhaitent leur parrainage. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall pourrait se prononcer rapidement sur une date de présidentielle et une éventuelle prolongation de son mandat, fort de recommandations renvoyant le contrôle de plusieurs semaines après l'expiration de sa caution actuelle. L'amnistie
est un des éléments de la réponse du président Macky Sall à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle qui devait avoir lieu dimanche dernier. Un dialogue national réunissant quelques centaines de responsables politiques, religieux ou sociaux s'est tenu lundi et mardi à son initiative pour trouver un terrain d'entente sur une nouvelle date et sur les moyens de pallier la vacance du pouvoir après le 2 avril, dans l'éventualité où les Sénégalais ne seraient pas appelés aux urnes d'ici là. Macky Sall a un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.